la silhouette au visage blanc. Je me souviens encore, comme si c'était hier, de ces événements troublants qui ont marqué mon enfance. Ils ont laissé en moi des cicatrices invisibles, un mélange de peur et d'incompréhension. À ce jour, je ne sais toujours pas, avec certitude, s'ils sont liés à la disparition mystérieuse de ma mère. Mais une chose est sûre, cette période a bouleversé ma vie à jamais. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans ces souvenirs qui hantent encore mon esprit. Au cours de l'année 1985, mes parents ont enfin trouvé une échappatoire à notre quotidien étouffant, une vieille maison isolée, loin des cris et des plaintes incessantes des voisins. Nous étions 5 enfants entassés dans un petit appartement, où chaque jour semblait une lutte pour un peu d'espace et de tranquillité. Alors, quand mon père a découvert cette maison en location, aussi vétuste soit-elle, nous avons sauté sur l'occasion et déménagé sans hésiter. Elle n'avait que 3 chambres. Mes parents ont choisi la plus petite, une pièce aux murs blancs. Mes 2 sœurs ont hérité d'une chambre, tandis que mes frères et moi devions partager la plus grande. Ce n'était pas une cohabitation facile. Nous nous disputions sans cesse, et parfois même, les conflits dégénéraient en bagarres. À chaque éclat de voix, chaque coup porté, la maison frémissait sous notre colère. Les murs tremblaient, résonnant comme s'ils avaient une vie propre. La première fois, nous avons été terrifiés. Était-ce un esprit qui se manifestait? La maison était-elle hantée? Cette pensée nous glaçait le sang. Mais les jours passant, nous avons fini par nous y habituer, acceptant ces vibrations comme une étrange réponse au tumulte de notre quotidien. Mon père travaillait dur de nuit pour nous offrir un peu de réconfort, tandis que ma mère restait à la maison, s'occupant de nous avec une patience infinie. Après l'école, j'avais un petit secret, ma passion pour le skateboard. En cachette, je retrouvais mes amis pour glisser sur le bitume, défiant les parkings comme si elles étaient mon terrain de jeu. Chaque soir, je m'empressais de terminer mes devoirs sous le regard bienveillant de ma mère. Elle me félicitait, fière de mon sérieux, et encourageait mes frères et sœurs à suivre mon exemple. Une fois mes cahiers refermés, je lui demandais avec douceur l'autorisation de sortir, et elle acceptait toujours, me rappelant simplement de ne pas rentrer trop tard. Un vendredi soir, emporté par l'euphorie de skate, je n'ai pas vu le temps filer. Lorsque j'ai jeté un œil à l'heure, il était déjà presque 20 heures, et la nuit avait commencé à envelopper le quartier. Paniqué, j'ai pris le chemin de retour, le souffle court. Alors que j'approchais de la maison, mon corps s'est figé. Devant notre porte d'entrée, flottait une étrange forme blanche. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. De l'autre côté de la rue, je l'observais, cherchant une explication rationnelle. Était-ce l'un de mes frères qui me jouait un mauvais tour? Mais en avançant prudemment, traversant la route, j'ai distingué une silhouette, avec une tête entièrement blanche, irréelle. Je voulais garder mon calme. Ce n'est rien, ce n'est qu'une blague, me répétais-je. Mais alors que je baissais les yeux, une fraction de seconde pour ouvrir le portillon, plus rien. La silhouette s'était volatilisée. Mon regard a balayé les alentours, mais l'obscurité ne m'offrait aucune réponse. J'ai inspiré profondément et repris mon chemin vers la porte d'entrée. Mais soudain, un bruit derrière moi m'a glacé le sang. Des pas, clairs, lents, me suivant. Je me suis retournée d'un coup, mais personne. Un frisson violent a parcouru mon échine. « Cours !» hurlait mon instinct. Mon cœur battait à tout rompre, tandis que mes jambes prenaient le relais. J'ai bondi jusqu'à la porte, frappant avec force, priant pour qu'on m'ouvre rapidement. Les pas derrière moi semblaient se rapprocher, et l'angoisse m'a presque fait hurler. Enfin, la porte s'est ouverte. Je me suis précipitée à l'intérieur. « Pourquoi es-tu rentré si tard? Ne t'avais-je pas dit de rentrer plus tôt ?» s'exclama ma mère en me donnant une tape sur la tête. Essoufflé et tremblant, je n'ai rien répondu. Mon regard s'est perdu vers l'entrée, là où quelques instants plus tôt, quelque chose ou quelqu'un semblait m'attendre. Ma mère se préparait à sortir, enfilant son manteau d'un geste tranquille, mais son regard trahissait une pointe de fatigue. Avant de partir, elle m'a expliqué qu'une cousine viendrait la chercher pour passer la nuit à veiller une tante décédée. Sa voix était douce, mais empreinte d'une gravité qui me fit frissonner. Elle ajouta qu'elle ne rentrerait que tard dans la nuit
accompagnée de mon père lorsqu'il finirait son travail. Avant de franchir la porte, elle s'est tournée vers moi, me lançant un dernier regard maternel. « Prends ta douche et pense à réchauffer ton plat. Je l'ai mis de côté pour toi. » Son ton était tendre, presque protecteur, comme si elle voulait s'assurer que tout soit en ordre avant de partir. J'ai hoché la tête, sans me douter une seule seconde que cette nuit-là allait marquer ma vie à jamais. Après le départ de ma mère, la maison semblait plus silencieuse, presque vide. J'ai réchauffé mon plat et mangé distraitement, le cœur un peu lourd, sans vraiment savoir pourquoi. Une fois ma douche prise, je suis allée rejoindre mes frères devant la télévision, espérant passer une soirée tranquille. Mais comme toujours, la tension a fini par monter. Une simple dispute, une provocation de trop, et mon grand frère a commencé à me frapper. La colère a pris le dessus et j'ai riposté. En quelques secondes, tout a dégénéré en une véritable bagarre. Seulement, j'étais plus jeune, moins fort, et j'ai perdu. Humilié et frustré, je me suis relevé en ravalant mes larmes et j'ai fui vers la chambre de mes parents, cherchant un refuge loin de mon frère. Assis sur le bord du lit, je pesais mes options. Retourner dans notre chambre? Non, mon frère risquait de recommencer à me frapper, et je n'avais ni la force, ni l'envie d'affronter ça encore. Alors, pris entre la peur et le besoin de réconfort, j'ai décidé de dormir dans le lit de mes parents, en fussant mon visage dans les draps, leur odeur familière m'apportant une étrange sensation de sécurité. Épuisé, j'éteignis la lumière et me blottis sous la couverture, prête à sombrer dans le sommeil. Mais à peine mes paupières s'étaient-elles fermées que j'entendis un grincement lent, sinistre. La porte de la chambre venait de s'ouvrir doucement. Intrigué, je relevai la tête, scrutant l'entrebâillement, mais l'obscurité de la pièce ne laissait apparaître personne. Mon cœur accéléra légèrement, puis je me rassurai en me disant que ce devait être mon grand frère, venu vérifier où je dormais. Avec un soupir, je baissai la tête et fis semblant de dormir. Quelques instants plus tard, la porte se referma tout aussi lentement, dans un silence pesant. Puis, des bruits de pas, lents, lourds, approchant du lit. Mon souffle se coupa. Toujours persuadé qu'il s'agissait de mon frère, je m'énervai et grognai en tentant de me redresser. « Ça ne te suffit pas? Tu veux encore me frapper ?» Mais à cet instant précis, mon corps se figea. Plus aucun mouvement ne m'était possible, comme si une force invisible m'écrasait. Mon cœur battait à tout rompre, et une panique viscérale s'empara de moi lorsque je sentis une main glaciale attraper ma jambe. L'emprise était ferme, inhumaine. Ma jambe fut soulevée et balancée de droite à gauche comme si je n'étais qu'une poupée désarticulée. J'essayai de crier, de hurler, mais aucun son ne franchit mes lèvres. Puis soudain, la main lâcha prise et ma jambe retomba mollement sur le lit. Un souffle glacial s'engouffra sous la couverture, me glaçant jusqu'aux os. D'un coup, la couverture fut arrachée et retomba brutalement sur mes jambes. C'est alors que je le vis. Une silhouette immobile, une forme blafarde, au visage d'une blancheur irréelle, avec 2 yeux noirs, profonds, perçants, figés sur moi. L'horreur m'envahit. Je voulais hurler, appeler à l'aide, mais mon corps restait cloué au lit. Un vent glacial tourbillonnait autour de moi, faisant onduler le drap et la couverture. Une douleur insoutenable irradiait chacun de mes muscles, mais je ne pouvais toujours pas bouger. Dans un ultime effort, je tentai une dernière fois de crier, forçant ma voix à briser cette emprise invisible. « Papa, viens me sauver !» Et soudain, la silhouette s'évapora. Le froid disparut en un instant, et l'air sembla redevenir normal. À bout de force, je me jetai hors du lit et m'élançai hors de la chambre en pleurant, terrorisé. Je dévalai le couloir et ouvris la porte de la chambre de mes frères à la volée, hurlant et sanglotant. Mon grand frère, réveillé en sursaut, venait d'allumer la lampe, son regard encore ensommeillé. « Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries comme ça ?» s'énerva-t-il. « Il y a un fantôme! Il est dans la chambre de papa et maman !» sanglotai-je, tremblant de la tête aux pieds. Mais au lieu de s'inquiéter,
Il éclata de rire. Tu me fais trop rire. Il est où ton fantôme? T'as dû rêver? Je fondis en larmes, encore plus fort. Ce n'était pas un rêve, c'était réel. Mon désespoir dut le toucher, car son rire s'éteignit peu à peu. Il soupira, puis, sans un mot, me laissa m'allonger avec eux. Cette nuit-là, je n'osais plus fermer l'œil, blotti sous la couverture, le corps encore tremblant d'effroi. Ce n'est que tard dans la nuit que je sombrai enfin dans un sommeil agité. Mes parents sont rentrés aux premières lueurs du jour, vers 5 heures du matin. Épuisé, encore bouleversé, je n'ai trouvé le courage de parler que bien plus tard, en fin de matinée. D'une voix tremblante, je racontai ce qui s'était passé durant la nuit, chaque détail gravé dans ma mémoire comme une brûlure indélébile. Mais mes parents ne me crurent pas. Ma mère fronça les sourcils, un sourire amusé aux lèvres, et mon père secoua la tête, l'air fatigué. « Tu as dû faire un mauvais rêve. » Voilà tout ce qu'ils trouvèrent à dire. Un cauchemar, un simple cauchemar. Le poids de leur incrédulité m'écrasa. Je scrutai leur visage, cherchant un signe de doute, une lueur qui laisserait entendre qu'ils pourraient, ne serait-ce qu'un instant, envisager que je disais la vérité. Mais il n'y avait rien, juste leur certitude rassurante que tout cela n'était qu'une illusion de mon esprit. Alors, j'ai cessé d'insister. Mais la peur, elle, ne m'a jamais quitté. Les jours qui suivirent, j'essayai de me convaincre que ce n'était qu'un rêve, que mon esprit m'avait joué un tour. Pourtant, à chaque fois que la nuit tombait, une angoisse sourde s'installait en moi, me rongeant de l'intérieur. Je continuais à sortir après l'école, mais ne rentrais jamais trop tard. Dès que le soleil commençait à disparaître à l'horizon, une boule se formait dans mon ventre, une sensation oppressante, comme si quelque chose me suivait, mes pieds, attendant que l'ombre m'engloutisse. Puis, peu à peu, j'ai arrêté de sortir. Là où d'autres enfants profitaient de leur insouciance, moi, je restais cloîtré, hanté par cette nuit d'horreur, traumatisé, incapable d'oublier. Et même aujourd'hui, je repense encore à cette nuit-là. Je revois cette présence, tapie dans l'ombre, à m'observer. Une nuit, vers 4 heures du matin, mon père rentrait du travail comme à son habitude. Fatigué, il coupa le moteur de sa voiture et s'apprêtait à sortir de sa voiture, quand son regard fut attiré par quelque chose devant la porte d'entrée. Une silhouette. Elle était là, immobile, le visage d'un blanc spectral. Un frisson lui parcourut l'échine. Son souffle se coupa. Pris de stupeur, mon père lâcha ses clés qui tombèrent dans un bruit métallique sur le sol. Le temps de se baisser pour les ramasser, la silhouette avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Le lendemain, lorsque mon père me raconta ce qu'il avait vu, mon sang se glaça. C'était elle, la même silhouette qui m'avait terrifié cette nuit-là, la même blancheur irréelle, la même présence oppressante. « Papa, c'est elle, c'est la chose que j'ai vue cette nuit-là » m'écriai-je, le cœur battant. Mais mon père haussa simplement les épaules, impassible. Il ne semblait pas inquiet. Peut-être ne voulait-il pas y croire. Peut-être refusait-il d'accepter qu'une chose aussi effrayante puisse rôder autour de nous. Les mois passèrent, et c'est ma mère qui commença à souffrir. Chaque nuit, elle se plaignait d'une étrange sensation d'étouffement dans leur chambre. Elle disait que l'air y était lourd, oppressant, comme si quelque chose l'écrasait dans son sommeil. Mais personne ne trouvait d'explication. Puis, un soir, tout bascula. Mon père rentrait du travail lorsqu'il la découvrit, allongée dans leur lit, les yeux révulsés, luttant désespérément pour respirer. Son corps tremblait, sa poitrine se soulevait à peine. Prise d'une agonie silencieuse, elle semblait suffoquer, comme si une main invisible lui volait son souffle. Affolé, mon père la prit dans ses bras et l'emmena aux urgences. Mais là-bas, les médecins restèrent perplexes. Ils ne trouvèrent rien d'anormal, si ce n'était un manque d'oxygène inexpliqué. Est-elle asthmatique? Demandèrent-ils. Mais non, ma mère n'avait jamais eu le moindre problème respiratoire auparavant. De retour à la maison, elle dut désormais vivre avec une bobonne d'oxygène à ses côtés. Pourtant, ce n'était pas ça le pire. Ma mère avait changé.
Elle n'était plus la même mère, celle qui nous disputait, qui s'occupait de nous avec amour et autorité. Non, elle était devenue une ombre d'elle-même. Elle passait ses journées assise devant la télévision, absente, indifférente à tout ce qui l'entourait. Mais ce qui me terrifiait le plus, c'était son regard. Parfois, en l'observant à la dérobée, j'avais l'étrange et terrifiante impression que son visage n'était plus tout à fait le sien, comme si l'espace d'un instant, cette silhouette au visage blanc l'habitait, se fondait en elle. Mon cœur se serrait à chaque fois que cette illusion me frappait, et un froid glacial s'installait en moi. Les jours passaient, et elle devenait de plus en plus étrange. Elle s'isolait, passait de longues heures enfermée dans sa chambre. Quand elle m'appelait pour lui apporter de l'eau, une peur viscérale m'envahissait. Je n'osais plus croiser son regard. Ses yeux y ressemblaient tant à ceux du fantôme. Alors, au lieu de m'approcher d'elle, je déposai la bouteille à l'entrée de sa chambre et fuyais en silence le cœur battant. Un soir, j'étais seule devant la télévision, bercée par le silence pesant de la maison endormie. Soudain, un bruit me fit sursauter. Il venait de la chambre de mes parents. Un fracas sourd suivit. Mon cœur rata un battement. Un frisson glissa le long de ma colonne vertébrale. Et si quelque chose était arrivé à maman? L'inquiétude me gagna, et le souffle court, je me dirigeai vers sa chambre. Ma main tremblait sur la poignée lorsque j'ouvris la porte. Ma mère était là, allongée sur le lit, les bras croisés sur la poitrine, son visage d'une pâleur effrayante. Son regard fixait le plafond, figé, vide. Une étrange immobilité régnait autour d'elle, oppressante, anormale. Un mauvais pressentiment s'insinua en moi. « Maman, tu as besoin de quelque chose ?» murmurai-je, espérant une réaction. Aucun son, aucun mouvement. Seule sa canne gisait au sol, comme si elle avait laissé tomber dans un instant de faiblesse. Mon cœur battait la chamade tandis que je m'approchais lentement. Je tendis la main et saisis la sienne. « Maman, tu vas bien? Dis-moi quelque chose. » D'un coup, avec une force que je ne lui connaissais pas, elle se redressa et s'agrippa à moi, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. Ses yeux grands ouverts et emplis de terreur me fixèrent avec une intensité démente. « Aide-moi! Aide-moi » supplia-t-elle, sa voix tremblante, brisée par l'effroi. Un cri resta coincé dans ma gorge. Pris d'une panique irrépressible, je me dégageai d'un bond. Elle retomba alors violemment sur le lit, inerte. Mes jambes flageolantes menaçaient de me lâcher. Puis, lentement, d'un geste saccadé, le bras de ma mère se souleva. Son doigt tremblant pointa sous le lit. « Là, il est là » murmura-t-elle, dans un souffle à peine audible. Mon corps entier se glaça. Je voulais fuir, courir, mais mes pieds restaient cloués au sol. Je n'osais pas regarder sous le lit. Je savais ce que j'y trouverais, ce visage blanc, ces yeux noirs perçants. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» m'écriai-je, la voix brisée par la peur. Mais elle ne répondit plus. Son bras retomba lourdement sur le matelas. Son souffle s'éteignit. Un silence de mort envahit la pièce. Mon cœur tambourinait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Les larmes embuèrent ma vision, tandis que je me précipitais hors de la chambre, le souffle court, à la recherche du téléphone. Je devais appeler quelqu'un, mon oncle, ma tante, n'importe qui. Mes doigts tremblaient si fort que je mis plusieurs secondes à composer le numéro. Quand mon oncle et ma tante arrivèrent, ils la trouvèrent comme je l'avais laissée, sans vie. Ils appelèrent alors les secours, mais il n'y avait plus rien à faire. Ma mère était morte. Cette nuit-là, un froid indescriptible s'empara de moi. Je tremblais si violemment que mon corps fut pris de convulsions. Une fièvre intense s'abattit sur moi, brûlante et glacée à la fois, comme si quelque chose en moi s'était brisé à jamais. Le lendemain, malgré la peur qui nouait encore mon estomac et le traumatisme qui m'écrasait la poitrine, je rassemblai tout mon courage pour raconter à mon père et à mon oncle les derniers instants que j'avais vécus avec ma mère. Ma voix tremblait, mes mains moites s'accrochaient aux accoudoirs du fauteuil, et chaque mot que je prononçais
raviver l'horreur de cette nuit maudite. Mais je devais leur dire, je devais leur faire comprendre. Les jours suivants furent un brouillard de larmes et de chagrin. Le jour des funérailles, je me suis effondrée, je pleurais sans retenue, incapable d'accepter que ma mère était partie à jamais. Chaque prière, chaque mot prononcé en son honneur résonnait dans mon cœur comme une lame enfoncée un peu plus profondément. Quand tout fut terminé, quand il ne resta plus que le silence pesant de son absence, je me suis tournée vers mon père, désespéré, le suppliant. « Papa, il faut partir d'ici, je t'en prie, je ne peux plus rester dans cette maison. » Mes larmes coulaient sans fin, mes doigts s'agrippaient à son bras, comme un naufragé s'accroche à une bouée. « C'est cette chose, je le sais, c'est elle qui a pris maman, cette chose qui est dans la maison, ce fantôme, je le sens encore ici, papa. » Je voyais le regard de mon père troublé, son front soucieux. Avait-il lui aussi ressenti cette présence, ou voulait-il simplement calmer mon esprit tourmenté? Je ne saurais jamais la vérité. Mais quelques semaines plus tard, il s'est mis à chercher un nouveau logement, et enfin, nous avons quitté cette maison. En franchissant cette porte pour la dernière fois, j'ai senti un poids s'alléger sur mes épaules, mais une ombre invisible semblait encore me suivre. Aujourd'hui encore, ces souvenirs me hantent. Ils s'accrochent à moi comme une ombre indélébile tapie dans un coin de ma mémoire. Il suffit que j'y repense pour sentir un frisson glacial courir le long de ma peau, comme si cette chose n'avait jamais vraiment disparu. Ma mère me manque terriblement, son sourire, sa voix, la chaleur de ses bras. Mais chaque pensée pour elle ramène aussi le souvenir de cette présence, cette silhouette blafarde qui semblait rôder autour d'elle, l'envelopper peu à peu jusqu'à l'emporter. Je me pose encore 1000 questions sans réponse. Qu'était cette chose? Était-elle là depuis toujours, piégée dans cette maison maudite? Ou bien nous avait-elle suivis, attendant un moment de faiblesse pour frapper? Peut-être que certaines vérités ne doivent jamais être dévoilées, mais une chose est sûre, il y a des lieux où le mal s'ancre, des présences que l'on ne peut expliquer. Et parfois, écouter son instinct et fuir est la seule façon de survivre.